10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est parti sur un très gros dossier, long récap du week-end pour un week-end qui a été hyper chargé. On va beaucoup parler de Premier League aujourd'hui, mais des 5 championnats majeurs qui ont repris, de Mercato aussi avec l'arrivée de Randal Kolo Muani qui est assez proche du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour cette équipe qui a fait nul contre Toulouse, Jude Bellingham, double buteur, tellement de choses à évoquer, comme le week-end dernier. On avait fait ce long récap, mais là ça va être encore un petit peu plus costaud. On peut démarrer en PL et on va démarrer par le succès de Liverpool contre Bournemouth 3-1. Premier match de retour à Anfield pour les Reds. Premier succès, ils ont mal commencé pourtant avec 2 énormes erreurs de Trent en 2 minutes. La deuxième, elle est payée cher en plus au bout de 3 minutes de jeu par un but de Semenyo. Mais buteur à Chelsea, Luis Diaz égalise d'un geste somptueux. Penalty obtenu par Dominic Szoboszlai qui a été très bon, gros impact, qui est raté par Salah mais il marque juste derrière, ça fait 2-1. Carton rouge pour McAllister, les Reds réduits à 10, c'est peut-être un peu sévère, mais ça les empêche pas de faire le break via Diogo Jota. Mon analyse, c'est qu'en vrai Liverpool, j'ai plutôt bien aimé leur première période contre Chelsea semaine dernière, surtout la première demi-heure. J'avais bien aimé Szoboszlai, il a été encore plus en vue aujourd'hui. J'avais bien aimé Luis Diaz, bien sûr, il confirme, il montre, je pense, qu'il va faire un très gros début de saison. Donc il y a pas mal de choses positives autour de Liverpool. Maintenant, défensivement, il y a des moments où ça fait un petit peu flipper et sans un gros match d'Alisson, peut-être que Liverpool se fait vraiment peur à la fin de match. Et au milieu de terrain, il manque encore de la profondeur, encore plus désormais avec la suspension de McAllister. Tout n'est pas parfait, mais je vois un plafond qui peut être assez élevé, je vois pas mal de potentiel du côté de Liverpool, j'espère qu'ils vont réussir à le confirmer. Brighton maintenant, alors Brighton qui s'impose une seconde fois 4-1, ouverture du score de Mitoma qui avait déjà été très bon première journée, mais là c'est un but un peu maradonesque, un début de la saison déjà, et puis ensuite derrière il donne une passe D pour Estupiñán. Les gars, c'est quoi ce joueur? Mitoma il commence très fort, Brighton est très chaud, ils ont déroulé ensuite avec des mouvements frissons, 2 buts de Solimarch sur 2 passes D de Julio Enciso, un de mes joueurs à suivre de la saison d'ailleurs. Quel départ canon, absolument canon de Brighton, qui est du coup net leader de Premier League. 8 buts marqués déjà en 2 journées. Ils ont le meilleur buteur avec Solimarch, 3 pions en 2 matchs. Et ils ont les 2 meilleurs passeurs de Premier League aussi, co-meilleurs passeurs, mais avec 2 passes D, Estupiñán et Mitoma. C'est costaud Brighton. Ensuite, Tottenham United. Alors ça, c'était la première de Postecoglou au nouveau White Hart Lane à la maison. Et j'ai adoré ce match. Je pense que c'est mon match préféré du week-end, celui devant lequel j'ai pris le plus de plaisir. Ça finit 39 tirs, 22-17 il me semble pour United. Du jeu extrêmement direct, surtout en première période, on dirait qu'il n'y avait pas de milieu de terrain. C'était vraiment génial. Et donc à la fin, Tottenham s'impose 2-0 grâce à des buts de Pape Matar Sarr et un contre son camp de Lisandro Martinez, toute fin. Franchement, première mi-temps, ça allait dans absolument tous les sens. Et initialement, je trouvais United meilleur dans ce match un petit peu foufou. D'ailleurs, là, on a des stats au bout de 14 minutes de jeu, 13-44 qui le montrent. Tottenham n'a toujours pas tiré au but, 5 tirs pour United, et c'est une capture que je trouve très révélatrice de ce début de match, parce qu'il y a ça, il y a les stats, mais il y a aussi ce qu'on voit sur la pelouse avec ce geste de Bruno Fernandes. Ça c'est typique du Ten Hag Ball, le jeu très vertical d'United pour aller exploser, aller chercher le grand espace avec Bruno en quarterback et Marcus Rashford généralement en wide receiver, là qui fonce dans le dos de la ligne haute de Tottenham, et derrière c'est hyper dangereux, il centre Garnacho, ce qui est contré il me semble par le retour de Romero. United ne peut pas capitaliser, mais ils ont été très dangereux avec ce jeu long. Onana aussi. Bon, on avait fait cette analyse sur Onana en pré-saison, Mercato, à quel point est-ce qu'il est le gardien parfait pour Manchester, déjà parce qu'il leur permet un petit peu de contrôler la profondeur avec des sorties de ce type, gardiens libéraux, mais ensuite derrière, le ballon qu'il envoie là, dans cette zone à Garnacho, ici, qui est tout seul et qui va créer un mouvement très dangereux. Malheureusement, il lit pas bien l'appel de Rashford. Pour moi, il doit le servir là. C'est vraiment une erreur. Il cherche plutôt la passe second poteau à destination d'Anthony. Elle est beaucoup plus difficile. Rashford, on le voit, est très frustré. Il y avait quelque chose de mieux à faire ici. Mais genre ça, ça, c'est vraiment un délire. Et ce qu'Onana est capable de faire face à une ligne de Tottenham aussi qui avait du mal à contrôler la profondeur. Je pense que l'alignement, il y a encore beaucoup de choses à parfaire sur la position de cette ligne de 4. Mais c'est une très bonne action d'United. Comme celle-ci aussi, avec le retour de Mason Mount sur une contre-attaque de Tottenham. C'était intéressant parce qu'en début de match, voilà, on voit ici Mason Mount qui revient sur Richarlison. En début de match, Sky Sports passait une analyse du match des Wolves de la première journée et on voyait à quel point ce milieu de terrain avait pris l'eau sur les contre-attaques des
Wolves, parce que Casemiro, Mount, très très proches l'un de l'autre, Mount peut-être pas assez de compensation par rapport à la lenteur de Casemiro pour couvrir son dos dans les transitions défensives, bah là Mount il y était plus. On le voit ici faire le retour, alors que Casemiro est beaucoup plus haut, parce qu'il a participé à l'action. Mount revient, derrière Wan-Bissaka qui transmet à Bruno, et toujours la même chose avec United, Bruno trouvé, vite, passe par-dessus, passe osée, intelligente. Là, extérieur du pied, c'est assez magnifique. Vers Garnacho, qui est trouvé dans la profondeur, qui temporise, qui trouve Bruno Fernandes extérieur de surface. Et alors là, j'ai hurlé. 23e minute de jeu, centre en coup du foulard. Quelques secondes après avoir claqué un extérieur dans la profondeur, coup du foulard pour Marcus Rashford, sa tête passe au-dessus, il était hors jeu de pas grand-chose. Mais voilà, United, dans son style le plus pur, le plus classique, celui qu'on a vu tellement de fois la saison dernière, du jeu direct et de la qualité technique, notamment le jeu long oblique de Bruno Fernandes, trouve des choses intéressantes. Et United est vraiment malheureux de ne pas être devant. Ici, Bruno doit marquer, tout seul, trouver de la tête à quasiment 6 mètres. Il doit marquer, ça passe à côté. Ici, je pense que sur la frappe de Garnacho, pour moi, c'est penalty. En vrai, je comprends mal la règle de la main aujourd'hui. Je dois avouer que je suis un peu dépassé sur le sujet. Mais je vois pas comment ça, c'est pas penalty pour cette main levée de Romero qui est un peu décollée, qui gêne vraiment la trajectoire de la frappe. United peut s'estimer peut-être un peu malheureux de ne pas marquer le premier but du match. Et en plus, je vais dire, sur cette première période, la ligne défensive de Tottenham, elle m'a pas beaucoup rassuré. Elle m'a fait un peu flipper sans ballon, comme on l'a vu sur l'alignement, sur les interventions, mais aussi avec ballon. Ça, c'est le jeu typique de Postecoglou, la relance avec des latéraux très très intérieurs, genre Udogie là, latéral gauche, regardez comme il est haut et central, axial surtout, et Pedro Porro, pareil, le latéral droit, avec toujours ce 2-1-2, ce schéma un petit peu nœud papillon, quoi. Là, en l'occurrence, c'est bien sûr Bissouma qui entre les deux centraux et les deux latéraux. Mais ce carré-là, cette relance en carré, franchement, elle marchait difficilement parce que Porro, par exemple, qui est touché ici, techniquement, c'était difficile. C'est pas un milieu défensif, Regista, qui peut vraiment contrôler, pas pour l'instant en tout cas. Il y a sans doute ce temps d'adaptation pour Tottenham, mais c'était difficile pour lui de se retourner, le demi-tour, le contrôle jambe éloignée, où tu peux te mettre un peu face au jeu. L'orientation du corps est pas bonne, il se fait presser, il perd le ballon, et c'est très très dangereux pour United ce qu'il y a derrière. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises sur le début de match, sur les phases de relance pour Tottenham. Alors là, on a Pedro Porro qui dit « Ouais, mais c'est juste ma première, c'est que ma première erreur », je crois, face à un coéquipier qui est un peu en train de l'engueuler. Oui, c'est vrai, c'est ta première, mais ce sera pas la dernière, et on joue que depuis 2 minutes aussi, donc heureusement c'est la première. Après, il y a eu quand même des choses intéressantes de Tottenham sur la phase de relance. Je trouve que c'est ça qui en fait une équipe très très intéressante cette saison. Le potentiel est là, c'est une équipe qui cherche à jouer, qui va avoir des moments difficiles, mais peut-être que dans 10, 15, 20 journées, on se retrouve à dire ouais, Tottenham, c'est une des équipes qui relance le mieux en Europe. C'est possible parce que là, au bout de 30 secondes, il y avait un circuit très très intéressant avec, pour le coup, Porro, intérieur, haut, qui réussit à mettre en une touche pour Kulusevski, qui peut attaquer Luke Shaw en contre 1 et être très très dangereux. Aussi ici, le placement d'Udogie, par exemple, pour un latéral gauche, très intérieur, très haut. Ouais, bah ça va donner l'action la plus dangereuse du match pour Tottenham à ce moment du match. C'est Mickey Van de Ven qui trouve un ballon un petit peu lobé comme ça pour Udogie dans cette position. Et derrière, ça va être le double poteau, notamment celui de Pedro Porro qui s'est proposé. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui est fait à Tottenham, mais pour l'instant, il y a des récompenses, mais le niveau de risque est très très fort, parce que je pense que c'est des joueurs qui doivent encore apprendre la manière, le style Postecoglou. Bref, Kulusevski, j'ai trouvé très bon, et il y a eu des mouvements intéressants de Tottenham d'ensemble. J'ai pas envie de dire que cette première mi-temps, elle a été totalement, absolument à sens unique, écrasée par United. Il y a eu des mouvements intéressants, généralement pour Tottenham, quand Kulusevski était impliqué, c'était pas mal. Mais quand ça finit à 0-0, on arrive quand même à 14 tirs à 7 pour United. Je me dis qu'ils ont été meilleurs, ils ont été plus proches de prendre les 3 points que Tottenham. Le problème pour eux, ils encaissent très vite le premier but avec une énorme erreur défensive entre Luke Shaw et Garnacho. En fait, c'est retour de corner ou d'un coup de pied arrêté où Shaw était monté, Garnacho avait couvert. Et du coup, Shaw il revient, il demande l'échange, allez, chacun retrouve sa position, quoi. Mais du coup, sur ce switch, il y a un manque de compréhension de l'action de Tottenham en face. La largeur est pas du tout couverte. C'est très facile pour Porro là d'aller écarter, et Shaw plus Garnacho, personne est en train de couvrir Kulusevski. Même là, une fois qu'il est touché, je crois que Garnacho se dit que Shaw va y aller. Shaw lui est en train de regarder vers son but, vers le déplacement de Richarlison, et Kulusevski peut avancer vraiment sans opposition. Très très dangereux, et ça va coûter cher parce que Pape Matar Sarr, au bout de ce centre de Kulusevski, peut reprendre sous la barre. Ça fait 1-0. Mérité d'ailleurs, je trouve, pour Pape Matar Sarr, qui a fait un match intéressant, qui a peut-être un rôle à jouer dans ce nouveau Tottenham. Et derrière, je trouve non seulement les Spurs ont été bons, ils auraient sans doute dû avoir leur penalty aussi. Là, l'intervention de Lisandro Martinez sur Romero, il touche pas le ballon, il prend que l'homme. Mais on a vu en plus de ça, en plus de ces bons mouvements de Tottenham, on a vu les gros problèmes d'United
face à un bloc bas. Je pense que le score effect là était très très négatif pour United. Quand Tottenham a pris l'avantage qu'ils ont pu reculer un petit peu plus, difficile pour eux de manœuvrer et de créer de l'espace face à ce bloc bas des Spurs. Typiquement le genre de choses qui marche très bien dans le Ten Hag Ball face à un bloc haut à 0-0 ou en transition, c'est long ballon de Bruno Fernandes. Contre une équipe basse qui a l'avantage, ça donne rien du tout. J'ai pas vu les chiffres là-dessus, mais mon intuition c'est que lorsqu'United est mené, c'est compliqué. Je crois qu'ils ont de très mauvais chiffres, notamment en déplacement contre les autres équipes du Big Six. Je pense que c'est en partie ça. Quand ils prennent le premier but, je pense que c'est assez difficile pour eux de répliquer. Parce que ce Ten Hag Ball là, il me plaît beaucoup à 0-0. En vrai, United à 0-0, purement subjectivement, esthétiquement, je crois que c'est une des équipes que je préfère voir jouer en Europe. Mais quand ils sont menés, quand l'adversaire peut se replier un petit peu plus, c'est difficile pour eux de revenir. Mon analyse de fin de match, donc, c'est United a un plan A intéressant, voire très intéressant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de plan B. Je trouve que la qualité des entrants, elle est assez médiocre aussi. Et mon analyse pour Tottenham, c'est qu'ils pourraient faire une bonne saison. Je trouve quand même que leur manque de numéro 9 est un problème. Richarlison, on a vu sur ce match que c'était compliqué. La perte de Kane, ça a forcément coûté des points. Et défensivement aussi, il y a de vrais moments de flottement. Mais ça joue bien, ça cherche à bien jouer surtout, et il y a une vraie intentionnalité. Je pense qu'au fur et à mesure que cette équipe progresse sur ses principes collectifs, ça peut commencer à ressembler à quelque chose. Il y a de bons joueurs aussi, Udogie on a vu, Maddison on a commencé à voir, Bissouma, peut-être Pape Matar Sarr, et Kulusevski que j'ai trouvé bon. Donc il y a des choses intéressantes, et à la fin, pour Tottenham, ça fait 4 points, ça fait une victoire clé. C'est vrai qu'ils ont quand même concédé 22 tirs, et il y a pas mal de choses à corriger et à affiner. Mais quand j'ai fait ce tweet là, qui finira plus haut, Tottenham ou United, c'était après le match que vous mettez United à 62%. Moi, le sondage là, je pourrais pas y répondre et je mettrais 50-50. Trop difficile, mais ça va être une vraie bataille et on en a vu donc le premier acte ce week-end. Alors, après, il y avait West Ham-Chelsea, ça c'était le lendemain, et pour Chelsea, c'était l'occasion de confirmer les bonnes choses qu'on avait entreaperçues contre Liverpool, notamment en fin de match. Et pour West Ham, c'était les premières minutes sous ces nouvelles couleurs de James Ward-Prowse. Il a tout de suite frappé fort avec un excellent coup de pied arrêté, magnifique, 1-0 pour West Ham sur cette tête d'Aguerre. Chelsea est vite revenu grâce à Chukwuemeka, ça fait un partout. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé Chelsea pas mal. Sterling notamment avait de vraies jambes de feu, il est en train de faire un super début de saison. Voilà, comme j'ai dit, il avait déjà été bon contre Liverpool. Les jambes de feu aujourd'hui, la saison commence bien pour Raheem Sterling. Et West Ham en bloc bas souffre vraiment. Après avoir marqué le premier but, 9 tirs à 2 pour Chelsea jusqu'à la fin de la première mi-temps, 85% de possession, on limite un peu plus. Jackson était dans tous les bons coups, j'ai trouvé Jackson intéressant, encore assez brut, manque de qualité à la finition, mais souvent impliqué dans les bons mouvements de Chelsea. Il a vraiment quelque chose. Et derrière cette action de Raheem Sterling, penalty pour Enzo Fernandez, il n'est pas conclu. Je me disais justement, au moment où il s'élance et je vois Enzo Fernandez, je me dis, ouais, c'est vrai, Chelsea n'a pas vraiment de tireur de penalty. Il faut peut-être s'en trouver un, parce que là, normalement, ils doivent revenir, après avoir concédé le premier but et être revenus dans le match, ils doivent prendre l'avantage juste avant la mi-temps, ça aurait changé beaucoup de choses. Problème, Chukwuemeka se blesse juste avant la mi-temps, ça m'a fait mal, parce qu'il était hyper intéressant, et c'est le genou, donc j'ai peur que ce soit sérieux, on verra aujourd'hui. Mais il sort sur blessure, et le problème pour Chelsea, ils attaquent très mal le début de seconde. Antonio marque un sacré but, West Ham passe à 10, mais Chelsea réussit pas à en profiter. Très mauvaise entrée, j'ai trouvé, malheureusement, parce que je l'adore et moi je compte sur lui pour faire une bonne saison. C'est un peu mon prono d'avant-saison. Je pense que Mudryk va faire une bonne saison, mais il m'a un peu déçu. Alors que j'avais trouvé pas mal contre Liverpool, plutôt intéressant. Mais là, c'était difficile pour lui. Il a raté quelques grosses choses. Il est vraiment pas en confiance. C'est un peu inquiétant parce qu'il faut qu'il trouve vite son rythme de croisière pour pas sombrer, je pense. Donc, mauvaise entrée de Mudryk. Et bien sûr, mauvaise entrée de Moises Caicedo qui a perdu quelques ballons et surtout qui concède la faute du penalty, qui donne à Lucas Paqueta, que j'adore, mais qui a été détestable tout le match si on est honnête, l'occasion du 3-1. West Ham l'emporte. En vrai, c'est un peu paradoxal parce que moi, je sors de ce match et je suis globalement optimiste pour Chelsea. Il y a une très mauvaise gestion des temps clés, ça c'est clair, mais il y a un fond intéressant. Je trouvais que Sterling fait un super début de saison. C'est un match qui tourne mal pour eux, mais je vois aussi totalement une rencontre qu'ils auraient pu gagner 4-1 facilement après avoir encaissé le premier but s'ils gèrent un petit peu mieux leur temps fort. Ma petite inquiétude peut-être pour Chelsea, c'est que c'est une équipe un club qui me semble mentalement fragile. Après la débâcle de la saison dernière, il faut qu'ils construisent vite leur capital confiance. Le fait d'enchaîner de mauvais résultats, malgré le fait que leurs propositions soient intéressantes, ça pourrait les faire un petit peu plonger. Donc c'est ça qui m'inquiète. Après, leur calendrier est plutôt favorable. Ils vont jouer Luton vendredi, vite l'opportunité de se rattraper à la maison contre un promu, c'est pas mal. Wimbledon en Cup, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa. Bon,
Il y a des rencontres jouables, surtout les 3 prochaines de Première Ligue. Il y a des rencontres prenables, peut-être de quoi engranger de la confiance pour des Mudryk, pour des Caicedo, et en général, pour un petit peu mieux se comprendre, démarrer une série de victoires. C'est pas impossible pour ce Chelsea-là. Et puis enfin, City-Newcastle, le dernier gros match de la journée du week-end de Première Ligue. Alors, le petit flex pour le retour à l'Etihad, bon, ça faisait plaisir pour eux, ils peuvent afficher leur beau trophée, leur treble magnifique de la saison dernière. Ça va très vite, 1-0, grâce à Julián Alvarez et grâce à un très bon travail de Foden. C'est mon joueur à suivre de City cette saison, ça peut être sa saison. Il aurait pu avoir un triplé de passes décisives, il aurait pu avoir un but aussi. De Bruyne va se faire opérer, mais Alvarez, Foden ont montré qu'ils pouvaient reprendre le flambeau de la créativité dans les zones axiales. City va encore être très dur à battre cette saison. Et donc on finit la journée de Première Ligue ce soir par le déplacement d'Arsenal à Crystal Palace, un petit derby de Londres, j'en reparlerai, je donnerai mon petit prono à la fin. L'occasion pour Arsenal aussi de passer à 6 points et rejoindre City et Brighton en tête. Voilà pour la Première Ligue. Un petit tour par la Bundesliga maintenant. Et une saison qui a démarré fort pour le Bayern, qui avait été largement battu, humilié contre Leipzig à la maison en Supercoupe. Ils se sont repris en l'emportant 4-0 contre le Werder. La première de Kane en Bundesliga, il commence avec une passe D et il enchaîne avec son premier but en Allemagne. Sané et Davies doublement décisifs dans un Bayern qu'on sent plus libre offensivement. Mathys Tel, buteur aussi pour son entrée, et un large succès pour le Bayern. Leverkusen-Leipzig, du coup, pour moi, ça c'était un des matchs du week-end à ne pas rater, entre 2 prétendants à la Ligue des Champions, 2 des effectifs les plus intéressants d'Europe et 2 des coachs les plus intéressants d'Europe. Le Xabi Ball contre Marco Rose est un vrai beau choc. Et Leverkusen a très bien démarré, Boniface, passeur décisif, Hoffmann pour leur premier match avec Leverkusen. Grosse domination tactique et physique de Leverkusen sur le premier acte. On voit le Xabi Ball bien en place avec de la pression, extrêmement intense, agressive. Leipzig qui a du mal à se sortir de sa moitié de terrain. Vraiment, c'était assez remarquable. L'intensité Bundesliga, mais de ce Leverkusen, qui est vraiment une des équipes à suivre cette saison. Le jeu en troisième homme, pratiqué ici, on ne peut pas trouver direct le jeu sur Frimpong, donc il est trouvé un petit peu plus tard grâce à du jeu en troisième homme, encore une fois ici. Leipzig réduit quand même le score à 2 reprises, à chaque fois sur coup de pied arrêté. Olmo, puis Openda, peut-être un petit point faible à surveiller pour ce Leverkusen. Et ils ont eu surtout l'occasion, Leipzig, de revenir à 3 partout. Énorme raté de Loïs Openda. Mais bon, Leverkusen l'emporte finalement 3-2 grâce à Florian Wirtz sur un service de Frimpong, qui aura donné donc une passe décisive en plus de son but. Kosunu en défense centrale a été excellent, un des défenseurs à suivre en Bundesliga, je pense. Et donc à la fin, des points très importants pour Leverkusen face à un rival, un concurrent direct. Bon, pour les places en Ligue des Champions à minima, peut-être pour le titre. Est-ce qu'on peut avoir un Leverkusen qui challenge pour le titre cette saison? Ils sont intéressants et je vais juste en profiter pour passer une petite dédicace le lendemain matin, dimanche matin, à la salle à côté de chez moi. 2 abonnés qui étaient français et qui étaient au match de Leverkusen la veille et qui là en profitaient pour enchaîner à Amsterdam, faire un petit peu de visite le dimanche. Belle journée ensoleillée, ils devaient passer un pur week-end. Petite dédicace à eux. Dortmund qui l'a emporté contre Cologne, reprise du championnat pour le BVB après avoir raté le titre de très peu la saison dernière, bien sûr. C'était un moment extrêmement douloureux qu'on a couvert sur la chaîne. De grosses ambitions exprimées quand même par Edin Terzic cette saison. Faire de la saison dernière une force supplémentaire. Mais ce premier résultat, qu'il a été compliqué à obtenir. Un but de Malen à la 88e minute qui libère finalement Dortmund. Mais à part ça, il y a eu 2 petits tirs cadrés. Du mal à faire la différence face à une défense de Cologne compacte, bien regroupée, en place. Dortmund peut également remercier Gregor Kobel, qui était décisif à plusieurs reprises. Un retour aux affaires pas évident pour Dortmund. Si je dois ajouter 2-3 points en plus sur la Bundesliga, j'adore leur ballon. Très classique, très rétro, magnifique. Et j'en profite pour prévenir, la draft de Bundesliga arrive cette semaine. C'est le tie-break, le decider, dans notre affrontement avec Stan. J'ai hâte et en même temps un peu peur, mais ça va être sympa, Ok, Liga maintenant. Alors, deuxième match, deuxième journée de Liga de la saison. Le Real avait l'occasion de mettre la pression sur le Barça en l'emportant avant le match du Barça, mais ça a mal commencé. Premier but sous ses nouvelles couleurs d'un ancien de la Castilla, Sergio Arribas. Bellingham va être le sauveur, doublé pour lui. Le second but notamment sur un centre délicieux de Toni Kroos avec le 1m86 de Bellingham qui paye. Vini creuse l'écart, ça fait 3-1, un but tout en touché à la fin. Très intéressant ce rôle de Bellingham, un peu en faux neuf comme ça, sous Vinicius et Rodrigo. Est-ce que ça peut vraiment marcher toute la saison? On le voit un peu dans ce rôle de 10/9,5, là pour participer au jeu, beaucoup de décrochage en général aussi, pour alimenter la phase de relance. Là on le voit dézoner un petit peu sur le côté, il est un petit peu de partout sur le terrain, mais dans cette configuration, c'est aussi peut-être le seul vrai joueur de profondeur, voire de surface un peu du Real Madrid. On le retrouve souvent avec des déplacements comme ça, derrière la ligne, dans le dos, là, à la réception d'un centre, faire l'appel au premier poteau dans un vrai rôle, une action qui rappelle typiquement un 9.
Là, c'est l'action du 2-1. Bah voilà, il plonge dans le dos de la défense et va être servi tête victorieuse, comme un vrai numéro 9. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de ce match, et je vais dire du début de saison du Real Madrid. Je trouve Bellingham impressionnant. Il démarre pied au plancher, et c'est forcément une très très bonne chose pour ta grosse recrue. Mais en même temps, est-ce que le Real en est pas un peu trop dépendant? Et est-ce qu'il peut vraiment être un 9 dans plusieurs configurations, dans plusieurs contextes? Est-ce qu'il peut vraiment être la pointe du Real Madrid sur toute une saison, sur les gros matchs européens? Est-ce que le Real peut vraiment faire toute la saison avec seul Joselu en vrai numéro 9? Pour moi, si j'étais supporter madrilène, ce serait un petit motif d'inquiétude, même si je serais rassuré de voir Bellingham commencer très très fort. Voilà pour le Real Madrid qui a quand même 6 points après 2 journées, ça démarre bien pour eux. Le Barça dans la foulée, après un match polémique face à Getafe dont on a parlé le week-end dernier, le Barça devait gagner ou risquait de se retrouver tout de suite à 4 longueurs du Real Madrid. Ce qui m'intéressait beaucoup dans ce match, première titularisation de Lamine Yamal, et on avait aussi Frenkie de Jong, défenseur central, Araujo blessé, donc de Jong, défenseur central sur le papier, Xavi en tribune aussi pour son expulsion. Sur le terrain, en tout cas initialement, ça donnait un 3-2-5, avec intéressant Gundogan aux côtés de Romeu pour former le double pivot. En l'absence de Frenkie de Jong, c'était pas Pedri qui redescendait d'un cran, et d'ailleurs Pedri il était positionné à gauche, dans l'interligne, le demi-espace gauche, alors que la saison dernière était la plupart du temps à droite, et c'était plutôt Gavi dans ce rôle de percuteur là, pour rentrer un petit peu sur son pied droit, Pedri côté opposé, pour transmettre, pour renverser. Donc intéressant, quelques petites adaptations tactiques. On voit Frenkie de Jong là en tant que troisième défenseur central. En réalité, bon, c'est pas un pur défenseur central évidemment, donc ça donnait une animation très très fluide du Barça sur sa première phase de construction. Là typiquement il est plus haut que Gundogan. Il forme un petit peu un triangle avec Romeu et on voit ici Pedri en décrochage participer. Bon, il y avait des moments de vrai escalier. On voit Gundogan le plus bas, Romeu, Frenkie de Jong qui mène pas vraiment dans une position de défenseur central. On a Pedri, on a Gavi, on a Lewandowski qui essaye de bouger un petit peu autour. Donc voilà, c'était assez fluide. Ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était le rôle et le match de Lamine Yamal. J'ai consacré une vidéo il y a quelques jours. Peut-il être la solution de ce Barça, notamment avec le départ d'Ousmane Dembélé? Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il aurait pu avoir un penalty déjà au bout de 5 minutes de jeu. C'est peut-être un peu sévère que ce soit pas sifflé. Il donne un super centre là à la 15e. Il est très très proche de son tout premier but en Liga quelques minutes plus tard. En seconde période, très dangereux ici à nouveau. Voilà, le Barça finit à 76% de possession. Première période, il y a 5 tirs cadrés, 5 arrêts de Ledesma, qui a fait un très très gros match dans l'ensemble. Finalement, il trouve l'ouverture grâce à un très beau mouvement combiné de Gundo et Pedri, magnifique. Puis il marque le deuxième dans le temps additionnel via Ferran Torres. Donc une victoire méritée, c'est sûr. Et intéressante, tactiquement hyper intéressante. Il y avait d'autres trucs aussi. Bon, c'était le premier match officiel de la saison en Liga à Montjuïc, la nouvelle maison du Barça. Je trouvais que télévisuellement, on n'est pas trop dépaysé, ça va. La distance de la caméra, je sais pas, ça rappelle un petit peu le Camp Nou. Je pense l'herbe est pas d'aussi bonne qualité, mais ouais, pas trop dépaysé. J'ai bien aimé aussi la Liga, je trouve qu'ils font des choses intéressantes. On avait montré le système tactique posé en temps réel la semaine dernière. J'aime bien aussi leur dressing room cam, la caméra dans les vestiaires juste avant le début du match. On voit qu'ils font des efforts pour dynamiser un peu leur contenu, je trouve ça pas mal. Et j'ai bien aimé aussi pendant toute la durée du match un petit message à destination de la sélection espagnole, championne du monde. Ça, on en reparlera dans quelques minutes. Ok, un petit point sur la Serie A désormais. Serie A reprise avec le champion en titre qui est désormais coaché par Rudy Garcia, qui l'a emporté 3-1 sur le terrain du promu Frosinone grâce à un doublé de Victor Osimhen. Il est toujours là, il est toujours à Naples, et Naples repart très très chaud. Comme Lautaro Martinez, nouveau capitaine de l'Inter, doublé pour lui aussi, et victoire donc du vice-champion d'Europe contre Monza 2-0. Victoire également de la Juve à Udine 3-0, sans Europe, avec l'envie d'effacer les déceptions de la saison dernière. La Juve a attaqué très fort, Chiesa au bout de 2 minutes, un penalty de Vlahovic un quart d'heure plus tard, et Rabiot au bout d'un centre de Chiesa. 3-0 mi-temps, 3-0 score final. La Juve d'Allegri démarre avec un bon résultat. Moins bon pour la Roma de Mourinho et d'Aouar en revanche, qui sont accrochés par la Salernitaine de l'éternel Candreva, auteur d'un splendide doublé. Ils peuvent pas faire mieux qu'un nul de partout, malgré un doublé aussi de Belotti, et malgré ce magnifique maillot, il faut le dire. L'AC Milan joue ce soir donc, peut-être l'équipe la plus intéressante cette saison en Serie A, en tout cas avec beaucoup de recrues qu'on a hâte de voir. L'AC Milan joue ce soir à Bologne, contre le Bologne de Thiago Motta, ce qui est un match plutôt cool. Et enfin donc, on termine en Ligue 1, notre championnat de France, qui a d'abord vu la victoire de Lille 2-0 contre Nantes, grâce à David et à Dangounas. En difficulté face à Nice, Lorient a pourtant réussi à obtenir le point du nul grâce au premier but de Cyrine Doucouré en Ligue 1.
Et après une défaite en ouverture, Reims a rebondi face à Clermont. Victoire 2-0 grâce à Mounetti et Darami, mon joueur à suivre. J'étais content de le voir marquer. Nakamura, Keto Nakamura titulaire. Franchement, moi je vois cette équipe de Reims. Encore une fois, je me répète, mais très très jaloux. Richardson, Matusiwa, Mounetti, Ito Nakamura sur les côtés, Diakité, le remplaçant peut-être de Balogun. On va voir s'il réussit à confirmer ses gros espoirs. Yvan Diouf dans les buts aussi. Ouais, belle équipe et un succès mérité face à Clermont. Le Havre-Brest, après avoir renversé Lens, Brest s'offre le Havre, deuxième succès, encore Del Castillo, puis un coup de tête de Lilian Brassier, malgré un magnifique but de Koussiaev aussi mon joueur à suivre, donc j'étais content. Brest se retrouve co-leader en compagnie de Monaco, le Monaco d'Adi Hutter qui enchaîne, 2 buts de Minamino, une passe D pour lui aussi. En battant Strasbourg 3-0 donc, Monaco prend la tête de Ligue 1 et à 6 points. La possibilité d'aller à 9 contre Nantes vendredi prochain, avant un très gros match dans 2 semaines contre Lens, la réception de Lens, ce qui va être très sympa. Et alors Lens justement, malgré une ouverture du score rapide de Machado, son deuxième but en 2 matchs, Lens ne réussit pas à engranger son premier succès de la saison. Une faute de Salis Abdoul Samed et une égalisation sur penalty de Bourigeaud permet à Rennes de ramener le nul de Bollard. Alors il y a eu Metz-OM aussi, 2 partout, c'était l'occasion pour l'OM pourtant vendredi soir de creuser l'écart, mettre un peu de pression sur Paris et Lens. Intéressant dans ce 4-4-2, Ndiaye et Aubameyang titularisés en pointe, Soglo sur le côté, Emran Soglo, première titularisation et premier but. Bon, Sabali égalise sur un ballon contré, pourtant Metz était à 10 contre 11, et ils prennent même l'avantage grâce à Mikotadze, une vraie erreur de Paul Lopez. Avant que Vitinha n'entre, joue le rôle du sauveur, deuxième but en 2 matchs de Ligue 1 pour lui, se faire mener, après avoir pourtant basculé en supériorité numérique. Bon, ils ont eu un gros manque de réussite aussi, plusieurs occasions ratées, mais cette bourde de Paul Lopez, ouais, difficile pour l'OM. Bon, beaucoup plus difficile malheureusement pour mon Noël. C'était un match très décevant à Strasbourg la semaine dernière. Là, contre Montpellier, bon, tu te dis, t'es en train de perdre 4-1 contre Montpellier. Parfait, c'est exactement la position que tu vas avoir, parce que généralement, tu retournes ces matchs 5-4. Non, malheureusement, pas de miracle. En l'absence de Tolisso et de Mata, Laurent Blanc avait choisi un 4-2-3-1 avec Cherki Andy, Mbedi donc latéral droit. Et la réalité, on a été absolument horrible. Il y a de grosses erreurs, vraiment, c'est de pire en pire. Et nous, il n'y a pas grand-chose de positif à dire, alors que Montpellier a été très bon. Les 2 gars dont je parlais dans ma vidéo de joueurs à suivre en Ligue 1 m'ont encore bluffé. Altamari, ça a l'air d'être un sacré petit joueur, et Accor Adams qui plante encore, déjà son 3e but de la saison. Bon, les deux, ils ont été pris pour 4,5 millions d'euros combinés. Hein. Donc nous, voilà, on est dernier de Ligue 1. La saison va être très longue, elle commence très mal, et en plus, ces déclarations en fin de match de Laurent Blanc que vous avez forcément vu passer, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui pose la question. Il faut changer l'entraîneur, bah ouais, il a totalement raison. Il n'est pas le seul responsable de la situation, comme je le dis là, mais il est vraiment en roue libre. Toute l'interview est lunaire, il n'y a pas que ce passage. Je trouve qu'il est à la ramasse sur toutes les réponses qu'il donne. Il doit être viré le plus vite possible. Je vais dire, dès le début, mon intuition était très mauvaise sur Laurent Blanc, dès sa toute première interview. Si vous remontez la vidéo de l'époque, vous le verrez. Et voilà, l'effectif est pas bon, il y a de gros problèmes à l'OL qui sont structurels, qui sont liés aussi à ce mercato, mais là, c'est inacceptable. Donc voilà, ça commence bien. Super début de saison, je suis content. J'étais plus content devant Toulouse-PSG, qui était un match vraiment intéressant, je trouve. Nul décevant contre Lorient sur le papier, 0-0 pour ouvrir le bal. Mais ils avaient été plutôt intéressants sur le plan du jeu, on en avait parlé. Et là, ils se déplaçaient à Toulouse, donc encore un match nul. 2 pénaltys de Kylian Mbappé et d'Aboukhlal en toute fin de match, ça finit un partout. Qu'est-ce qu'on en pense? Luis Enrique avait encore renouvelé son 4-3-3 sur le papier, mais en vrai, c'est pas du tout un 4-3-3. On voit Vitinha là, ailier droit, entre guillemets, mais en vrai, c'était un 3-2-5, bien sûr, avec ballon, avec Vitinha dans le demi-espace droit ici, Vitinha et Fabian Ruiz qui entourent Gonzalo Ramos, le milieu en boîte, avec Vitinha, Ruiz, Ugarte et Zaïre Emery à la base de l'entrejeu, 3-2-5. Kylian Mbappé va entrer en jeu, c'est un peu la grosse histoire de ce match, on sait qu'il va revivre ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé aussi. Alors je dois dire, j'ai trouvé Dembélé assez impressionnant, je crois qu'il réussit 6 dribbles sur 8 tentés, il a énormément provoqué, mais en même temps on a vu sur cette action le typique Dembélé, je pense qu'il passe 2 dribbles sur cette action, très menaçant en transition, dans le grand espace, et après il s'écroule au moment de la finition, un gros raté. Mais voilà, dans l'ensemble j'ai trouvé intéressant dans cette position Luis Enrique pour étirer au maximum le bloc adverse, sur la verticalité et sur la largeur. On le voit ici encore une fois, voilà, typique. Ces passes intéressantes depuis cette position là où il peut être un peu face au jeu, orienté, il peut trouver un ballon très intéressant pour Vitinha. En vrai, ça aurait pu permettre à Paris, à un quart d'heure de la fin, de faire le break. Maintenant, je vais dire, l'entrée de Mbappé et de Dembélé coïncide aussi avec une fin de match un peu faux-folle, une perte de contrôle, un match un peu ping-pong. Donc, mon analyse à la fin du match, qu'est-ce qu'on en ressort? Voilà, ça fait un partout, je vois des réactions un petit peu alarmistes. Après Lorient et Toulouse, 2 matchs nuls, ça peut paraître très décevant sur le papier. Pourtant, personnellement, avec le contenu que j'ai vu, je suis assez optimiste pour Paris. En fait, je vois un PSG avec de l'identité.
très très haut sans ballon, ça c'est en première période. Encore une fois, le pressing d'Ugarte, mais aussi de Zahir Emery, qu'on retrouve hyper haut sur des séquences comme ça. Tout ça, c'est un grand oui pour moi. C'est un vrai changement par rapport à la saison dernière, et ça marche en plus, ça marche. En plus, avec les entrées de Mbappé et Dembélé, tu vois un PSG qui est capable d'ajouter une dimension supplémentaire à son jeu, de passer la vitesse supérieure. Si tu ajoutes Kolo Muani en plus, dont on va reparler dans quelques minutes, ça peut être très très intéressant. Et je crois aussi que le fait de galérer comme ça, là c'est Mbappé qui trouve Dembélé, et franchement les deux en plus ils combinent bien ensemble, je pense que le fait de galérer un petit peu comme ça pour Paris en début de saison, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça peut conserver un petit peu tout le monde dans un état d'esprit concerné, un peu désireux, avoir la dalle. Par rapport à la saison dernière où tu avais commencé très très fort, mais peut-être trop fort, fondamentalement, ça reposait surtout sur des individualités en très grande forme. Là, jouer un collectif avec des principes intéressants et un petit peu de galère qui est peut-être pas plus mal pour Paris. Je pense qu'un mercato fondamentalement où tu retires Messi, Neymar, peut-être Verratti, ouais, tu perds en talent brut et en individualité qui peuvent te débloquer un match. Mais par contre, c'est une équipe qui a une mentalité plus bosseuse, de ce que je vois, plus hargneuse, insatisfaite et peut-être un peu humble. Et c'est des choses qui me plaisent. J'ai quand même un problème encore, c'est que Mbappé ne presse pas. J'aimerais bien le voir entrer et presser, se mettre un peu au diapason du collectif. Donc on a vu quand il est rentré, même si Paris était plus dangereux, Paris était aussi plus en danger. Maintenant, un 9+1, c'est quand même bien mieux qu'un 7+3. Donc on a ce titre, oui, je suis d'accord, tout n'est pas rose, c'est clair. Mais je dirais tout n'est pas noir. Je pense que c'est un titre qui est... bon, c'est un beau jeu de mots, mais je sais pas si c'est le plus adapté, approprié pour parler de ce PSG. Moi, je vois surtout un match nul décevant sur le papier, mais en vrai, quand tu creuses un peu, beaucoup de choses intéressantes. Et je fais un petit pari aussi, un petit prono, que Guillaume Rest, mon joueur à suivre de la vidéo d'il y a quelques jours, sera un jour coéquipier de Kylian Mbappé. En plus du beau message subliminal là, de cette image, je crois que ce soit en équipe de France, au PSG, au Real Madrid, que sais-je, je vais dire un jour, ils seront coéquipiers, on verra. On finit donc par les éléments supplémentaires. L'Espagne, championne du monde, remporte sa finale de Coupe du Monde. Je pensais que ce serait l'Angleterre. Mes pronoms étaient un peu désastreux d'ailleurs ce week-end. Je pensais que ce serait l'Angleterre. Non, l'Espagne le fait 1-0 grâce à un but d'Olga Carmona. Très beau but, mais c'est aussi une des histoires les plus incroyables et terribles. Elle apprend le décès de son père juste après la finale de Coupe du Monde. J'ose même pas imaginer l'état émotionnel. Et on lui souhaite évidemment... bon, on lui envoie notre plus grande force. Quel moment spécial. Il y a aussi la controverse Rubiales aussi qui a embrassé sur la bouche, il me semble c'est Hermoso, une joueuse de l'Espagne. Après je sais pas, embrasser sur la bouche parfois culturellement c'est différent, c'est pas toujours comme chez nous en France. Je sais pas ce que c'est en Espagne, mais au vu des réactions des chroniqueurs espagnols, je crois pas que ça a été très bien reçu non plus. On termine avec un petit point mercato, sans transition, un petit point mercato. Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est proche. Le PSG a un accord avec le joueur et va proposer donc 70 millions d'euros plus des bonus à Francfort pour Kolo Muani. Si ça se fait, on a un secteur offensif qui commence vraiment à ressembler à quelque chose. Dans ce 4-3-3 de Luis Enrique, sur le papier en tout cas, avec 3 attaquants, bah on aurait 6 joueurs et 2 buteurs, Ramos, Kolo Muani. Même en plus, Kolo Muani peut jouer un peu sur le côté. Et 4 ailiers, Kangini qui peut être ailier, Dembélé, Mbappé bien sûr, Asensio. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Si Kolo Muani est pris, c'est un beau secteur offensif qu'a le Paris Saint-Germain, moins star que la saison dernière, mais je trouve beaucoup plus intéressant. Donc pas mal, on aura peut-être l'occasion de se pencher un petit peu plus sur ce transfert s'il se réalise effectivement. Aussi un transfert qui m'intéresse beaucoup, Eli Wahi à Lens. Sa présentation était assez formidable, on l'a vu signer le contrat en direct présenté devant tout le stade, c'est beau. C'est bien pour le RC Lens pour remplacer Openda, c'est bien pour la Ligue 1 je pense qui reste chez nous, et qui continue à se développer, avant peut-être la Première Ligue à laquelle il était lié, mais je pense que c'est mieux là que d'aller à Chelsea ou à West Ham. C'est bien pour Eli Wahi à Lens. Et enfin donc Henry, sélectionneur des espoirs, ça devrait être annoncé aujourd'hui, ça se trouve ça l'est déjà, pour mener l'équipe de France aux Jeux Olympiques, notamment en 2024. Intéressant, on verra ça sur les prochains jours, et Messi bien sûr, qui remporte, c'est quoi, la Leagues Cup avec l'Inter Miami. Scénario un peu invraisemblable, depuis que Messi est là, l'équipe gagne tous ses matchs, il plante à tous les matchs, et il devient, je crois, avec ce titre, le joueur le plus titré de l'histoire, qui a remporté le plus de trophées, je crois que c'est 44. Il a vraiment l'air de vivre sa meilleure vie, c'est plaisir pour lui. Voilà, le GOAT qui continue à planer au-dessus de ce sport. Magnifique image. On termine avec ma séquence prono avec mon partenaire Winamax. J'ai quelques matchs dont j'ai envie de vous parler qui se jouent ce soir. Arsenal et l'AC Milan. Cette séquence, sponsorisée donc par Winamax, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit. 15 € le dépôt minimum, ça monte jusqu'à 100. Si vous mettez 100, ça devient 200, mais si vous mettez le strict minimum 15, ça devient 30. Et en plus, vous avez 10 € en cash. Votre dépôt de 15 € devient 40 € avec lesquels parier. C'est accessible avec le lien en description qui débloque cette offre de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation. C'est un lien affilié qui m'aide beaucoup, comme vous le savez. Si vous voulez soutenir la chaîne, que vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, n'hésitez pas.
mais faites-le en sachant que c'est totalement interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs, ne le faites pas si vous êtes mineur. Et voilà, les paris sportifs, non seulement c'est pas nécessaire pour vivre les matchs intensément et pour prendre du plaisir devant un match de foot, mais aussi, la plupart du temps, on perd. Donc pariez plutôt de petites sommes, et si vous devez parier, peut-être ne pas suivre mes pronos, même si je dois avouer que j'ai du mal à pas voir la victoire de l'AC Milan et celle d'Arsenal à Crystal Palace, dans ce qui vont être deux matchs très très sympathiques, que je pense que je vais regarder ce soir, et on parlera sans doute de ces équipes cette semaine ou bientôt. Voilà grosso modo pour cette analyse, ce récap, il a été bien long. Je pense qu'on va élaguer un petit peu et réduire un petit peu la formule, la voilure sur les prochaines semaines, mais j'ai envie de continuer à parler de ces gros week-ends de foot. Peut-être que je ferai plus d'analyses sur le week-end, analyser par exemple là le match du PSG, le match de Chelsea, le match de Tottenham qui m'ont grave intéressé, le Barça, les matchs que j'ai regardés, j'aurais pu en faire une vidéo dédiée. Peut-être ensuite le récap serait un petit peu plus court, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour m'envoyer beaucoup de force parce que c'est des vidéos qui sont longues à faire, longues à monter. Vos réactions m'encouragent beaucoup. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Passez une excellente semaine et à bientôt. Bisous.